Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République condamne les attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité à Bouna et Téhini. Il encourage les soldats à redoubler de vigilance. Alassane Ouattara a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre s'est également penchée sur la lutte contre l'orpaillage clandestin et l'évolution de la maladie à coronavirus. Le budget de l'État pour l'année 2022 sera de 9 670 milliards de francs CFA, une hausse de 15% par rapport à cette année. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a présenté les perspectives économiques des 3 prochaines années. Moussa Sanogo était face aux députés à l'Assemblée nationale pour défendre cette programmation budgétaire. Un investissement de 7 milliards de francs CFA, une production annuelle de 2 millions de bouteilles. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, inaugure une nouvelle usine de gaz butane pour les ménages. Les responsables de l'entreprise veulent également exporter une partie de la production vers le marché sous-régional. Puis le dossier politique à suivre dans ce journal. Il est consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Barkhane se retire de la zone alors que les attaques continuent et menacent la sécurité de la sous-région. Les populations de l'espace espèrent une prise en main de la situation par les armées locales. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi au Palais de la Présidence une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre a porté sur 3 points, la situation sécuritaire générale, la lutte contre l'orpaillage clandestin et l'évolution de la maladie à coronavirus. Le chef de l'État saisit l'occasion pour condamner les attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité dans le nord du pays, à Bouna et Téhini. Il encourage les soldats à redoubler de vigilance en ce qui concerne la situation sanitaire. L'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. Le communiqué final à suivre dans ce journal. Les États-Unis célèbrent le 245e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse étaient aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire pour cette célébration. Plusieurs autres personnalités, dont le Premier ministre Patrick Kachi et des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, ont pris part à la cérémonie. L'ambassadeur Richard Bell a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. La célébration s'est tenue ce jeudi à la résidence de l'ambassadeur. La politique budgétaire de l'État sera axée sur la consolidation de la relance de l'activité économique. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Il annonce une hausse de 15% du budget 2022 qui sera de 9 670 milliards de francs CFA. Moussa Sanogo a présenté les grandes lignes de la programmation budgétaire pour les 3 prochaines années à l'Assemblée nationale. Moussa Konaté. Débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État présente le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Pour les 3 prochaines années, les perspectives économiques et financières se présentent comme suit. L'activité économique afficherait un taux de croissance annuel moyen d'environ 7,7% sur la période 2022-2024. Et l'inflation serait contenue à 1,6% en moyenne sur la période, en dessous du seuil de la norme communautaire de 3% maximum. Les finances publiques afficheraient de bonnes perspectives sur la période 2022-2024 et cette bonne tenue résulterait des efforts en matière d'amélioration du recouvrement des recettes fiscales avec un taux de pression fiscale qui évoluerait de 13% en 2022 à 13,6% du produit intérieur brut en 2024, ainsi que les efforts de consolidation budgétaire avec un niveau de déficit budgétaire qui passerait de 4,7% en 2022 à 3% en 2024, respectant ainsi la norme communautaire. Le niveau d'endettement devrait rester soutenable et en cohérence avec la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, avec un taux d'endettement en baisse sur la période, passant donc de 49,7% en 2022 à 44% en 2024, toujours en dessous du seuil communautaire de 70%. S'agissant des dépenses de l'État sur la période 2022-2024, elles s'articulent autour des priorités du gouvernement en matière d'éducation, de santé, de logement et d'équipement collectif.
Les dépenses du budget de l'État programmées sur la période 2022-2024 sont en cohérence avec les objectifs visés dans le plan national de développement 2021-2025. Ainsi, au titre de l'éducation, les efforts de l'État s'inscriront dans la vision du gouvernement d'accroître l'accès des populations, notamment les plus vulnérables, à une éducation de qualité. À cet effet, les crédits alloués à ce secteur devraient passer de 1 541 milliards en 2022 à 1 750 milliards en 2024. Au titre de la santé, les actions de l'État viseront l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des services de santé, le renforcement de la lutte contre la maladie et la consolidation de la santé maternelle et infanto-juvénile. Ainsi, les crédits alloués évolueraient de 418 milliards en 2022 à 441 milliards en 2024. Au titre des logements et équipements collectifs, les interventions de l'État se poursuivront dans le domaine des logements sociaux, des transports, de l'approvisionnement en eau potable et du développement des infrastructures énergétiques. À ce titre, les allocations budgétaires atteindraient 1 253 milliards en 2024 contre 994 milliards en 2022. Selon le ministre Moussa Sanogo, le projet de budget de l'État pour l'année 2022 pourrait enregistrer une hausse de 15,1% par rapport au budget 2021 pour s'établir à 9 670,4 milliards de francs CFA. Ce niveau devrait continuer de s'accroître pour atteindre 11 473,4 milliards de francs CFA en 2024. Et cette usine contribue à la relance économique. Une nouvelle unité de fabrication de bouteilles de gaz butane à usage domestique voit le jour. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a procédé à son inauguration. Elle a nécessité un investissement de 7 milliards de francs CFA pour une production annuelle de 2 millions de bouteilles. L'entreprise vise également le marché sous-régional. Lancine Bakayoko. 254 000 tonnes en 2013. La consommation nationale de gaz butane atteint aujourd'hui les 400 000 tonnes. Les ménages font donc face à l'épineuse question du déséquilibre entre l'offre et la demande, avec ses conséquences de surenchère sur les prix de vente. Cette nouvelle usine de fabrication et de requalification de bouteilles de gaz domestique au sein de la zone industrielle d'Akoupé-Zedji vient résoudre la disponibilité continue des emballages sécurisés. Si on est bien protégé, nous avons la capacité de monter jusqu'à 3 millions de bouteilles par an, contre 2 millions aujourd'hui. Ce projet est une nouvelle étape importante dans les efforts des pouvoirs publics pour combler le fossé infrastructurel qui entrave la pénétration du gaz butane en Côte d'Ivoire. L'adoption du gaz de cuisson vise à aider le gouvernement à mieux lutter contre l'utilisation du charbon de bois dont les impacts sont déplorables pour l'environnement. L'État de Côte d'Ivoire a une politique de promotion de l'utilisation du gaz pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de protection de l'environnement, pour lutter contre la déforestation et pour que les ménages les plus vulnérables puissent utiliser le gaz partout. Cette usine de fabrication de bouteilles de gaz, c'est 7 milliards d'investissements, 400 emplois directs. Et avec ses capacités de 2 millions de bouteilles, plus de raisons pour les importations tous azimuts. Nous ne pouvons qu'encourager tous les acteurs de l'écosystème de distribution de gaz à encourager ces investisseurs-là qui viennent investir en Côte d'Ivoire à l'effet en fait de pouvoir s'approvisionner localement et à promouvoir le Made in Côte d'Ivoire, à créer de la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire et à continuer de créer des emplois pour nos jeunes frères. Selon le ministre Souleymane Diarra Souba, le secteur industriel représente 22% de la richesse nationale et 40% de la population active. Des chiffres qui devraient s'améliorer dans les années à venir avec la nouvelle politique industrielle mise en route par le président Alassane Ouattara. Et le développement, c'est aussi un cadre de vie sain. On va le voir avec Jean-Luc Gbangbo. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a remis un lot de matériel au service des parcs et jardins d'Abidjan, une valeur de 115 millions de francs CFA. Ce geste va servir à l'entretien et à l'aménagement des espaces verts de la capitale économique. C'est le ministre-gouverneur Obeb Remambé qui a réceptionné le matériel. C'est un lot de matériel d'une valeur de 115 millions de francs CFA qui vient renforcer le patrimoine du district d'Abidjan. Un camion-citerne, un tracteur agricole, une remorque et divers matériels de jardinage. Des équipements mis à la disposition du service d'entretien des parcs et jardins du district en vue d'assurer l'aménagement et l'entretien des espaces verts de la ville d'Abidjan.
Abidjan change. Abidjan offre des potentialités de circulation. C'est vrai, pendant les travaux, il y a quelques difficultés de circulation, mais rapidement, ces difficultés vont se résorber. L'objectif de cette cérémonie est de promouvoir une approche intégrée de la planification, du financement du développement urbain. Pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, qui remettait ce lot de matériel au nom du Premier ministre, le verdissage de l'espace se présente comme un enjeu de gouvernance. Face à la forte croissance démographique et à l'urbanisation galopante que connaît la ville d'Abidjan, nous assistons à une disparition effrénée des espaces verts existants. En conséquence, les îlots prévus pour l'embellissement de la ville ont disparu progressivement ou se sont retrouvés fortement dégradés. Or, ces espaces revêtent des avantages considérables pour le développement durable. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre du programme de transport urbain d'Abidjan, PTUA, un vaste projet de près de 600 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, cette visite inopinée du ministre de la Santé au CHU d'Angré, Pierre Dimbar, veut se rendre compte des conditions de travail des agents et en se rendant sur place, il se fait aussi une idée de la prise en charge des populations au niveau de l'accueil et des soins aux patients. Il engage le personnel à donner un service de qualité. On voit cela avec Éric Goré. Pierre Ngun Demba, très matinal pour cette visite au CHU d'Angré. Une visite surprise pour se faire une idée et si possible découvrir les failles s'il y en a. Le ministre de la Santé n'a pas annoncé son arrivée au CHU d'Angré. Comme un patient, il est arrivé à 8 h dans ce centre hospitalier universitaire. Spontanément, le premier responsable de la santé des Ivoiriens a été accueilli par le personnel. L'ordre du jour a visité les 3 grands blocs de cet hôpital. La consultation, l'hospitalisation et les urgences. Une visite surprise qui réjouit le directeur du CHU d'Angré. Nous avons été très heureux de le recevoir et ça encourage le personnel, ça encourage moi-même le premier responsable que je suis. Je pense que les mots d'encouragement qu'il a dit à la fin vont nous pousser davantage à aller de l'avant et à maintenir la qualité à un haut niveau plus supérieur que celle qu'il y a là. La gynéco, les urgences, la pédiatrie et la pharmacie sont passés au peigne fin par le ministre de la Santé. Qu'ils continuent ce qu'ils ont si bien commencé. Je pense que ce qui s'est fait ici peut être la référence que nous allons peut-être mettre un peu partout pour que la qualité de soins soit partout en Côte d'Ivoire. Ils ont mon soutien et je serai à leur côté pour qu'ensemble nous puissions donc améliorer le plateau technique, continuer d'améliorer le plateau technique et apporter donc les soins de qualité à nos patients, à toute la population ivoirienne. D'autres centres hospitaliers seront visités de manière inopinée, a promis Pierre Ngun Demba. On s'intéresse aussi à la circulation des armes légères et de petit calibre. Les parlementaires de la Commission nationale sont invités au débat. L'objectif est de sensibiliser et renforcer les capacités de ces élus sur ce fléau, ce qui doit aboutir aussi à une réforme des instruments juridiques sur les armes. Jean-Marc Diadji. 41 députés de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale instruits sur les vecteurs de prolifération des armes légères et de petit calibre. L'on enregistre 4 armes à feu pour 100 habitants en Côte d'Ivoire, selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre et l'ONG Cogenta. L'heure est de renforcer les textes juridiques sur les armes. Nous, en notre qualité de représentants du peuple, être instruits sur cette question pour regarder, prendre des dispositions en matière de lutte contre le terrorisme. Ces armes légères et de petit calibre constituent les instruments de la mort dont se servent aujourd'hui les terroristes. Et il est important d'arriver à leur contrôle. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été financés par l'Union européenne dans la gestion des stocks d'armes dans le pays. Le ministère de tutelle, quant à lui, mobilise la nouvelle législature autour de la question des armes légères. Pour lutter efficacement contre un phénomène, contre les armes légères, il faut des adaptations législatives. Donc on a besoin d'eux en tant que législateurs. Et on a besoin d'eux aussi, je pense, parce qu'ils sont des élus proches des populations. Outiller un parlementaire, comme je l'ai dit,
c'est outiller le peuple. Mais c'est aussi permettre au peuple de comprendre ce que le gouvernement fait pour sa sécurité. Ce programme de renforcement des capacités des députés s'insère dans le cadre de la prévention de la violence armée en Côte d'Ivoire. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui 73 nouveaux cas de Covid-19, 28 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 378 cas confirmés, 47 862 cas guéris, 315 décès et 201 cas actifs. On en reparle. L'opération militaire Barkhane se retire du Mali. Une décision qui survient au moment où les attaques terroristes inquiètent toute la sous-région ouest-africaine. Le président français évoque plutôt l'idée d'une alliance internationale avec les partenaires de la France au Sahel. En attendant, dans les capitales burkinabées, ivoiriennes, maliennes ou encore nigériennes, les populations s'interrogent. Quelle capacité des armées à tenir face à cette nébuleuse? Quel impact du retrait de la France dans cette lutte? Le dossier politique ce soir se penche justement sur cet après-Barkhane avec Alexis Ouedraogo. Le 25 juin, 2 attaques ont lieu au Mali. L'une contre un poste militaire dans le centre qui fait 6 morts et 1 blessé parmi les forces maliennes. L'autre contre une position temporaire de l'ONU au nord qui fait 15 blessés. Le 21 juin, c'est la force militaire Barkhane qui est frappée lors d'un attentat. Une attaque alors que l'opération met fin à sa mission dans la région. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont les modalités et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. L'opération déployait 5100 soldats pour soutenir les armées des États du Sahel contre les djihadistes. À Bamako, l'information est diversement appréciée. Le départ des Français est une bonne chose. De toute façon, on ne voyait rien depuis qu'ils sont là. J'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris. Je demande à tout un chacun, avec un peu de retenue, de laisser ces forces étrangères coopérer avec les armées maliennes, coopérer avec nos forces armées pour pouvoir achever ce travail-là. Et si à Bamako, l'annonce inquiète certains, c'est que depuis 8 ans, Barkhane a su empêcher un enquistement massif des djihadistes dans la zone sahélienne. Des inquiétudes que l'on retrouve au Burkina, qui connaît des attaques importantes. Au moins 132 morts la nuit du 4 au 5 juin dernier près des frontières avec le Mali et le Niger. On est vraiment découragé de la situation. Voilà, vraiment, on a peur maintenant. On a peur. Ça nous fait mal, on ne suis pas content. Il faut que les autorités eux-mêmes ils vont voir comment ils peuvent aider la population, surtout dans les villages au nord. Là-bas, les gens le souffrent beaucoup. Les attaques terroristes au Burkina ont fait depuis 2015 plus de 1400 morts et près d'1 million de déplacés. Au Niger aussi, les attaques contre les civils se sont multipliées depuis le début de l'année. Avec le départ de la force Barkhane considérée comme force tampon, les responsables des médias jouent la prudence. Il y a certaines questions qui concernent, par exemple, la région de Difa. C'est d'ici, de Niamey, qu'on les traite, de peur d'exposer donc les confrères qui sont là-bas sur place. Il y a beaucoup de radios qui sont fermées du fait de l'insécurité. Moi, je n'ai pas été l'objet, mais il y a d'autres qui ont été l'objet des menaces, là où on les dit, voilà, on écoute tes audios, où on te dit, fais attention à ce que tu nous dis. Il y a eu des hommes politiques, des journalistes et des prêcheurs qui ont réussi ce type de menaces. Comment dirais-je, suite à leurs propos qui défendent par exemple la ligne du gouvernement ou la ligne de la communauté internationale contre le terrorisme. Ici en Côte d'Ivoire, le départ de Barkhane est apprécié diversement. Le 10 juin 2020, 14 soldats avaient été tués dans l'attaque d'un poste avancé à Kafolo. Et les récentes attaques contre les forces de défense et de sécurité préoccupent. Quand on dit on a tué les gendarmes, et puis c'est eux qui nous gardent. La population a peur. C'est un phénomène qui ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, il concerne à peu près toute l'Afrique de l'Ouest.
Donc déjà, l'État de Côte d'Ivoire doit collaborer avec les pays voisins. Voilà, collaborer avec les pays voisins au niveau du renseignement, des informations. Et puis aussi mettre en place des mécanismes pour relever un peu le niveau de vie, surtout dans la région septentrionale. Voilà, pour ne pas que les jeunes Ivoiriens puissent éventuellement être tentés par ce phénomène-là. Et justement, les pays de la sous-région s'organisent. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est engagé au renforcement de la coopération avec les États voisins. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc mutualiser les efforts, se tenir informés, essayer de mettre ensemble nos moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. La sous-région entend prendre son destin en main dans la lutte contre le terrorisme, même si elle peut toujours compter sur ses partenaires. Après avoir annoncé la fin de sa mission Barkhane au Sahel, la France a porté un plaidoyer pour rehausser les effectifs de la MINUSMA. Ce mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé la dite mission. La MINUSMA sera reconduite avec ses effectifs actuels, soit un maximum de 13 289 militaires et 1920 policiers. Le dossier politique lutte contre le terrorisme, les enjeux après le départ de Barkhane au Sahel. Dans l'actualité politique ce soir, dans une semaine, cela fera exactement 1 an que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est plus. À l'occasion de l'anniversaire de son décès, des jeunes du RHDP lui rendent hommage. Il prévoit un grand meeting à la mémoire de l'homme le 10 juillet. Logoreti, Abou Sanogo. Les mouvements de jeunesse RHDP vont rendre hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Nous lançons un vibrant appel aux jeunes Ivoiriens, aux populations ivoiriennes, aux femmes, aux hommes, de déferler massivement samedi 10 juillet 2021 au Palais de la Culture pour rendre un hommage historique à feu son excellence Amadou Gon Coulibaly. Si tu es FPI, PDCI, USD, RHDP, tu dois être là ce jour-là pour prendre ta part dans les hommages que nous allons rendre à cet homme historique qui a marqué à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour le bon déroulement de l'événement en souvenir d'Amadou Gon Coulibaly, Youssouf Diabagaté, président du mouvement Action Prado, annonce les dispositions arrêtées. Les mesures sécuritaires aussi ont été prises. Les forces régaliennes seront là pour que cela se passe dans la paix. Ce jour du souvenir se déroulera au Palais de la Culture à Trècheville. En sport, ouverture officielle des activités de la CONFEJES. Les rencontres se déroulent à l'INJS à Makouri. Le ministre Don Opoulin a donné le top départ. Moyabi Diabaté et Sojan Silver. Abidjan abrite depuis lundi les activités de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, CONFEJES. C'est en présence du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Claude Dao, et de son homologue de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou, que la cérémonie officielle a eu lieu. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement de Côte d'Ivoire qui attache une importance particulière à la recherche de l'emploi, à la formation et à l'encadrement de la jeunesse. Toutes ces belles initiatives s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président Alassane Ouattara de créer une Côte d'Ivoire solidaire. Ces activités de la CONFEJES s'articuleront autour de 4 différents grands axes, dont l'Assemblée générale du groupe de travail consultatif sur la participation des femmes et des filles aux activités de jeunes et des sports, GTCF, le séminaire de renforcement des capacités éducation à la paix et à la citoyenneté, ainsi que la session annuelle de la commission consultative permanente sur la formation des cadres, CCPFC, seront également à l'ordre du jour. Les experts de la CONFEJES viendront clore leur programme d'activité avec une mission de suivi du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PPEJ. En musique, il a longtemps incarné les valeurs philosophiques du reggae. Bob Marley est aujourd'hui universellement reconnu comme le porte-étendard musical et même spirituel du mouvement Rasta. L'UNESCO, depuis 25 ans, célèbre la musique reggae en raison de ses valeurs de paix. Un penseur, écrivain ivoirien, Médard Kwasi, s'est intéressé à l'homme. Il a écrit un ouvrage sur cette légende du reggae. Franck Quadio.
La couverture porte les couleurs du mouvement Rasta, un essai pour explorer l'œuvre de l'icône du reggae. Bob Marley, cri de cœur, cri de raison et cri d'amour. 3 thèmes qui, selon Médard Kouassi, auteur passionné, sous-tendent l'œuvre de l'artiste. Le cri de cœur, c'est cri récent de tout ce qu'il voit dans le monde entier. Le cri de raison, ce sont des leçons qu'il donne à partir de ses connaissances spirituelles et mystiques, il faut le dire. Voilà. Et puis le cri d'amour, ce sont ses amours à lui, et puis l'amour en général entre l'homme et la femme. Marley, pas qu'un simple chanteur, il est au-delà de l'artiste un porteur d'idées, un théosophe. Une des raisons de ce voyage littéraire proposé par Médard Kouassi au cœur de l'œuvre et des textes de Nesta Marley reste la profonde ambivalence des paroles. Bob Marley comme ambassadeur du reggae, l'unanimité est faite, mais à la faveur de ce 1er juillet, consacrant aux yeux des Nations Unies la journée du reggae, il y a comme une pointe d'amertume chez l'auteur. On chante pour danser et tout, mais les Jamaïcains, ils ne chantent pas pour danser seulement. Surtout, ils chantent pour conscientiser, voyez-vous. Donc, je suis un peu en peine. Le 1er juillet depuis 26 ans met en lumière ce rythme, le reggae, une initiative de l'UNESCO qui sonne comme une reconnaissance de l'universalité de la musique de Jah, porteuse de dialogue et de paix. Le reggae qui fait son bonhomme de chemin et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste, en témoigne l'organisation le 11 juillet prochain à Bouaké, la 2e ville du pays, du festival international Gbeke Reggae Festival. On en parlait en début du journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi au palais de la présidence une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre a porté sur 3 points: la situation sécuritaire générale, la lutte contre l'orpaillage clandestin et l'évolution de la maladie à coronavirus. Je vous propose le communiqué lu par le ministre Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 1er juillet 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 3 points: la situation sécuritaire générale, la lutte contre l'orpaillage illégal et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction que depuis sa dernière réunion du 27 mai 2021, la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du territoire. Cependant, cette situation a été marquée par 2 événements majeurs que sont l'attaque de la localité de Tougbo, située dans le département de Bouna et frontalière du Burkina Faso, par des individus armés non identifiés le 7 juin 2021, qui a causé la mort d'un militaire ivoirien, et l'explosion d'un engin explosif improvisé sur l'axe Téini-Togolokai au passage d'une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire le 12 juin 2021, qui a fait 3 morts, dont 1 gendarme et 2 militaires, ainsi que 6 blessés. Le président de la République a fermement condamné ces différentes attaques et encouragé les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et à poursuivre de façon résolue leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a par ailleurs présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité
un propre rétablissement à tous les blessés. Le chef d'état-major général des armées a également informé le Conseil national de sécurité des actions en cours visant à renforcer les capacités et l'efficacité de la zone opérationnelle Nord créée pour lutter contre le terrorisme le long de la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Ces actions portent notamment sur l'augmentation des effectifs, la mise à disposition d'équipements et de matériel adaptés à la lutte contre le terrorisme et la mise en place d'un système renforcé de renseignement. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de finaliser dans les meilleurs délais toutes ces actions jugées pertinentes. Au titre de la lutte contre l'orpaillage illégal, à la suite d'un exposé du ministre secrétaire du Conseil national de sécurité sur les effets dévastateurs de l'orpaillage illégal, le Conseil national de sécurité, qui soutient les actions de formalisation et d'encadrement des exploitations minières artisanales à petite échelle menées par le ministère en charge des mines, a décidé d'intensifier la répression des infractions au code minier. À cet égard, le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts spécialement équipés pour intervenir sur l'ensemble du territoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie à Covid-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 30 juin 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 48 305 cas confirmés de Covid-19, dont 47 834 guéris, 313 décès et 158 cas actifs. Le taux de positivité, qui se situe en dessous de 3%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. En outre, le nombre moyen de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois d'avril, reflétant une bonne maîtrise de l'épidémie. En effet, le nombre moyen de cas par jour est passé de 72 en avril à 40 en mai et 33 en juin 2021. De même, le nombre de décès connaît une baisse avec 42 décès enregistrés en avril, 19 en mai et 8 en juin 2021. Le Conseil national de sécurité, tout en exprimant sa satisfaction quant à ces résultats très encourageants, appelle les populations à la vigilance et les exhorte à respecter les mesures barrières. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 757 123 doses de vaccins ont été administrées à la date du 29 juin 2021, avec 76 603 personnes ayant reçu les 2 doses. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que la Côte d'Ivoire a reçu, le 16 juin 2021, 100 620 doses de vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX, le 26 juin 2021, un don de la Chine de 100 000 doses de vaccin Sinopharm et
le 28 juin 2021, 100 000 doses de vaccins AstraZeneca de la part du Mali. Enfin, la Côte d'Ivoire a passé, le 9 juin 2021, une commande pour 1 million de doses de vaccins AstraZeneca qui sera livrée en juillet 2021. Le Conseil national de sécurité s'est félicité de ces développements positifs dans la lutte contre la COVID-19. Toutefois, au regard de la saison des pluies dans notre pays et de la période des vacances qui verront un nombre important de mouvements de personnes, dans un contexte mondial caractérisé par l'apparition de plusieurs variants à la COVID-19, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021. Le président de la République a, pour sa part, réitéré ses félicitations à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Enfin, le chef de l'État a exhorté de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et tester, tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Fait à Abidjan le jeudi 1er juillet 2021. C'était le communiqué de la réunion du Conseil national de sécurité lu par le ministre fidèle Sarah Soro. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goron. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est au fond de la forêt qu'on creuse le tam-tam pour faire danser tout le village.